Le pape au monastère de Czestochowa depuis quelques heures pour y rencontrer des dizaines de milliers de jeunes et sans doute demain Lech Walesa. À Stuttgart, un accord, les 10 Européens ont réussi à débloquer les négociations sur le financement de la communauté. Le Tour de France sans Bernard Hinault à partir du 1er juillet, le champion breton préfère soigner son genou. Et puis depuis quelques heures, depuis 4 heures exactement, le début des 24 heures du Mans avec un départ mouvementé pour le favori Jackie X, victime d'un tête-à-queue. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est sans doute demain que Lech Walesa va rencontrer Jean-Paul II, celui que plusieurs dizaines de milliers de Polonais ont appelé le pape de solidarité depuis son arrivée en Pologne il y a 2 jours. Le Saint-Père rencontrera le président de ce syndicat dissous à Czestochowa, c'est-à-dire au sanctuaire de la Vierge Noire, cher au cœur de tous les Polonais. Et pour la grand-messe de demain, on prêtait l'intention à certains militants de solidarité de faire lire l'épître à Lech Walesa. Mais ira-t-il jusque-là et d'abord le pourra-t-il? Toute la soirée d'hier et la journée d'aujourd'hui, Jean-Paul II a encore drainé des foules innombrables sur son passage au lendemain de sa rencontre avec le général Jaruzelski. Philippe Arroir. C'est demain dimanche, sans doute après la messe du matin en plein air, que Jean-Paul II rencontrera Lech Walesa à Czestochowa. Pour l'heure, la seule chose certaine, c'est que le fondateur de Solidarité a reçu le feu vert des autorités de quitter Gdańsk, où il fête ici la nouvelle avec ses amis, pour Czestochowa. Le porte-parole du gouvernement a précisé que c'est le pape lui-même qui a exprimé le désir de voir M. Walesa et que cette visite aurait un caractère privé et familial. Jean-Paul II, pour sa part, est arrivé tout à l'heure à Czestochowa, où plusieurs milliers de personnes l'attendaient autour du sanctuaire de Jasna Góra. L'important service d'ordre n'a pu empêcher, comme c'est maintenant l'habitude, le déploiement de quelques banderoles au signe de Solidarność, mais la télévision polonaise ne les a pas montrées. Jasna Góra est un monastère gardien de l'effigie de la Vierge Noire, mère de la Pologne et symbole de la patrie depuis le XVIe siècle. On peut donc s'attendre à ce que Jean-Paul II fasse à nouveau le parallèle entre les souffrances de la Pologne d'hier et de celles d'aujourd'hui. Ce matin, le pape a visité un autre monastère près de Varsovie, à Niepokalanów, où vivait le moine franciscain Maximilian Kolbe qui s'est sacrifié à Auschwitz au profit d'un de ses compatriotes. Là, dans une ambiance plus calme et moins bruyante qu'à Varsovie, le pape s'est adressé au monde paysan. Une homélie moins politique mais tout aussi lourde de symboles. Les paysans, dit le Saint-Père, ont toujours conservé dans les pires moments la terre, la religion et l'identité nationale, 3 valeurs qui ont servi de fondement à la création de l'État. Dans l'entourage de Jean-Paul II, on laisse entendre que le pape est content de ses 2 premiers jours en Pologne. Il est convaincu que sa rencontre avec le général Jaruzelski a été utile, confiait l'un de ses proches. Il ne s'attend pas à des résultats concrets immédiats, mais il est confiant dans l'avenir. Et l'on demandait si Jean-Paul II était au courant des manifestations en faveur de solidarité à Varsovie, hier et avant-hier soir. Réponse, le Saint-Père est au courant de tout. Ce matin, avant de quitter Varsovie, le pape s'est recueilli devant le monument aux héros du ghetto de Varsovie. Aucun doute, pour Jean-Paul II, pape polonais, le passé et le présent sont intimement liés au cours de ce voyage. Soulagement à Stuttgart ce soir. Un premier accord a été trouvé entre les 10 chefs d'État ou de gouvernement de la communauté européenne et c'était sans doute l'accord le plus difficile à négocier, celui du financement de la CE. L'accord reste conditionnel, il permettra d'offrir aux Britanniques une ristourne d'un peu plus de 6 milliards de francs au titre de leur contribution au budget de cette année et d'ouvrir ainsi la voie à un compromis global sur la réforme du financement de la communauté, une réforme qu'imposait l'épuisement du budget européen. Toutefois, François Mitterrand et Margaret Thatcher ont tenu à préciser que cet accord restait conditionnel. On verra ce que donne la suite du sommet jusqu'à demain. Philippe Sassier est sur place à Stuttgart. Derrière l'aridité des chiffres se cache en fait une réalité bien concrète. L'Europe aurait décidé de continuer à aller de l'avant en acceptant de lier le problème de la contribution budgétaire britannique à l'ensemble des problèmes financiers de la communauté. Maggie Thatcher a en fait accepté d'enfiler un gant de velours. Quelle que soit la façon dont les Anglais présenteront le montant du chèque qui leur sera donné, ils ont bel et bien accepté de voir diminuer le montant des sommes qui chaque année leur sont reversées par l'Europe. Mais attention, si sur le montant de ce chèque il y a accord, eh bien celui-ci est loin d'être signé.
En effet, les 9 partenaires de la Grande-Bretagne, qui posent ici pour la traditionnelle photo de famille avant le retour à Paris de François Mitterrand, ont repris leur discussion. L'accord concernant la contribution britannique est subordonné à des accords concernant la politique économique, la politique sociale, la politique agricole commune et les ressources financières de la communauté. La partie est donc loin d'être jouée. En effet, plusieurs pays comme la France et l'Allemagne voudraient que le budget de la communauté serve à financer des opérations industrielles et des initiatives sociales. François Mitterrand et Helmut Kohl en ont longuement parlé ce matin au cours de leur traditionnel petit déjeuner en commun. Ils sont d'accord pour mettre sur pied un programme de formation des jeunes afin de lutter contre le chômage. Mais pour trouver de l'argent, sans en prendre trop dans la poche de la politique agricole, il faut de nouvelles ressources ou bien des redistributions, comme par exemple donner moins d'argent aux gros agriculteurs. Bref, ce n'est pas avant demain qu'on saura si l'Europe est vraiment capable de surmonter ces crises et ces contradictions. François Mitterrand qui est depuis la fin de l'après-midi remplacé à ce sommet par son Premier ministre Pierre Mauroy. Les 10 auront pu commenter en coulisses le maintien d'un homme clé pour l'avenir du système monétaire international, Paul Volcker, que le président Reagan a confirmé à la tête de la Réserve fédérale, c'est-à-dire de la Banque centrale américaine. Un nouveau président pour la Chine populaire, Li Xiaojian, a 78 ans. Cette fonction était vacante depuis la disgrâce de Liu Shaoqi à la fin des années 60. Nous voyons ici retracer un peu de l'histoire de cet homme qui accède donc à la tête de l'État chinois. Pas de surprise, Deng Xiaoping, de son côté, 79 ans, a pour sa part été confirmé à la tête de l'Armée rouge. Liban, le président Gemayel a demandé officiellement cette fois le retrait des troupes syriennes de son pays. Il l'a fait en septembre dernier, mais le rend public aujourd'hui. Pendant ce temps, de violents affrontements opposent des tendances palestiniennes rivales dans la plaine de la Bekaa aujourd'hui. Chili, voilà maintenant un général Pinochet plus conciliant dans le ton, mais toujours le refus d'organiser des élections avant 1989. Par ailleurs, les arrestations se poursuivent et une mine de cuivre très importante a été déclarée sous contrôle militaire. États-Unis, départ de Challenger, la seconde navette spatiale, départ sans problème à l'heure dite, avec tout de même un fait d'importance, la première astronaute américaine, Sally Ride, 20 ans presque jour pour jour après le vol historique de la soviétique Valentina Tereshkova. Parmi les 250 000 spectateurs à Cap Canaveral, Patrick Esther, que nous rejoignons. Des astronautes qui se lèvent et déjeunent avec des sourires de stars de cinéma, en plaisantant comme des chansonniers. 1 million de touristes qui bloquent, comme d'habitude, les routes d'accès à Cap Canaveral. Un décollage impeccable à l'heure, à la seconde prévue. C'en est presque désespérant. Avec la navette américaine, l'aventure spatiale devient de la routine. Et pourtant, Challenger, pour sa seconde mission, s'apprête à livrer des grandes premières à l'histoire de la conquête spatiale. Pour la première fois, la navette emporte 5 astronautes. Pour la première fois, une femme américaine va connaître les effets de l'apesanteur. Cette femme, Sally Ride, va manipuler le bras de la navette pour placer, pour la première fois, un satellite dans le vide cosmique, pour le récupérer ensuite et le ramener sur Terre. Enfin, pour la première fois, la navette va directement retourner, après 112 tours du monde, à l'endroit d'où elle est partie, en se posant sur la piste de Cap Canaveral. En plaçant en orbite 2 satellites de télécommunication de 32 canaux de télévision chacun, en emportant une colonie de fourmis, et oui, des fourmis, des dizaines d'expériences de fabrication de matériaux, de médicaments, etc., etc., la navette devient vraiment le camion de l'espace. Un beau camion, quand même. Autre lancement aux États-Unis, très commenté, celui du missile balistique MX. Le premier tir d'essai a été effectué avec succès la nuit dernière à partir de la base aérienne Vandenberg en Californie. Et ce sera peut-être la carte maîtresse de l'arsenal militaire américain de demain. Jean-Marc Ilouz. Voici donc MX, le dernier né de l'arsenal nucléaire stratégique américain, plus de 20 mètres de haut, près de 100 tonnes, une portée théorique de 14 000 km. Il est capable d'emporter 10 ogives nucléaires et surtout il est terriblement précis, beaucoup plus dit-on que le SS-20 soviétique. 30 minutes de vol, 6 charges factices dans la cible, une réussite technique mais aussi un succès politique pour Ronald Reagan, qui aura eu bien du mal à arracher au Congrès les premiers crédits nécessaires.
Les parlementaires américains ont finalement dit oui à la campagne de tir d'essai. Ils n'ont pas encore donné leur feu vert définitif pour la production du AMX. Le programme complet coûterait 20 milliards de dollars. Or, les crédits manquent déjà pour les forces conventionnelles. Et puis le AMX ne risque-t-il pas de relancer inutilement la course aux armements? Un ancien patron de la CIA l'affirme. Mais pour la Maison-Blanche, le déploiement d'un nombre limité, une centaine environ de MX, reste indispensable pour amener le Kremlin à plus de souplesse dans les négociations stratégiques de Genève. C'est cette escalade de la course aux armements qu'entendent dénoncer demain au Bois de Vincennes les initiateurs de l'appel des 100. Mais leurs adversaires les soupçonnent d'être moins vigilants vis-à-vis de ce qui se passe à l'ouest qu'à l'est, malgré le slogan Pershing, pas plus de Pershing que de SS-20, c'est-à-dire pas plus de missiles américains que de missiles soviétiques. Et ces mêmes sceptiques relèvent les noms de très nombreux communistes sur la liste de ces signataires pour l'appel de la paix. Vous avez par exemple pu entendre hier un responsable du Parti socialiste expliquer pourquoi le PS ne s'associait pas à cette manifestation pacifiste. Pas plus d'ailleurs que le mouvement écologiste antinucléaire Coden. Un dossier d'importance à quelques mois de l'installation des fusées Pershing en Allemagne et dans un pays, le nôtre, moins touché que ses voisins par la vague pacifiste. Dominique Laurier. Chaque être doué de raison est contre la guerre, contre de nouveaux Hiroshima, contre l'enfer nucléaire. Devant de telles horreurs, nous sommes tous des pacifistes, mais chacun à sa manière. Face au surarmement, à la menace des SS-20 soviétiques, à l'installation en décembre prochain de Pershing 2 en Allemagne, les mouvements pacifistes rencontrent une audience de plus en plus forte. À vrai dire, la lutte pour le désarmement n'est pas une idée neuve en Europe. Il y a 34 ans, le mouvement de la paix animé par le Parti communiste a connu son heure de gloire avec l'appel de Stockholm pour l'interdiction de l'arme atomique qui, à l'époque, était uniquement américaine. 14 millions de signatures en 1950. Il y a des initiatives qui en cette année 1983, à l'heure de vérité, il faut faire beaucoup pour que les négociations de Genève aboutissent. Aujourd'hui, malgré des actions non négligeables, le mouvement, trop marqué politiquement, ne joue plus les premiers rôles dans le camp pacifiste. Autre organisation, le CODEN, Comité pour le désarmement nucléaire en Europe, où l'on retrouve les mouvements écologistes, antimilitaristes, les pacifistes d'inspiration religieuse, le mouvement d'action non violente, le PSU. De faibles moyens, mais une implantation militante efficace. Un courant dédaigné par la gauche officielle qui les traite de pacifistes naïfs. Je pense que les naïfs sont ceux qui, en France, croient être à l'abri de toute guerre nucléaire en poursuivant la course aux armements. Le CODEN dénonce le caractère trompeur de la sécurité qu'apporte la dissuasion nucléaire française, un slogan, ni Pershing 2, ni SS-20, ni force de frappe française. Ou on roule pour les États-Unis, ou on roule pour l'URSS. Nous, on roule pour nous. Nous roulons pour la France, nous roulons pour l'Europe. Nous pensons que la défense de l'Europe est une chose très importante. Et que l'armement nucléaire, comme disent les Allemands, ne défend pas l'Europe, qu'il prépare le suicide européen. Voilà. Donc vous, homme de gauche, vous êtes contre le gouvernement actuel dans ce domaine? Nous sommes dans ce domaine entièrement contre le gouvernement actuel. Nous ne pensons pas que le gouvernement actuel a des intentions désastreuses. Nous ne pensons pas qu'il est composé de coupables. Nous pensons qu'il est composé d'ignorants. Pas de rassemblements nationaux, mais des actions ponctuelles comme ici près du plateau d'Albion où est concentrée une partie de la force stratégique française. Reste que ces manifestations n'ont rien de comparable avec les grands rassemblements pacifistes d'Allemagne ou d'Angleterre. C'est pour tenter une nouvelle fois une grande mobilisation en France qu'est né, début 82, l'appel des 100, un appel au désarmement Est-Ouest. Un premier succès, la marche de juin 82, qui rassemblait à Paris plus de 200 000 personnes. Il y a des missiles soviétiques d'un côté. Si demain il y a des missiles américains, les soviétiques en mettront de nouveau. Et on va avec cette marche à l'abîme, donc à la marche à la guerre, qui me paraît irréversible si on ne fait pas quelque chose pour l'enrayer. Parmi les signataires, des chrétiens, des humanistes, des socialistes, bien que les thèses du mouvement soient en contradiction avec la politique de François Mitterrand. Et aussi
un grand nombre de communistes. C'est d'ailleurs uniquement la presse communiste qui appelle à participer à la fête de la paix demain à Vincennes. Est-ce le signe que le mouvement est contrôlé par le PC? Je n'engage aucune organisation. Je suis ce que je suis, par ailleurs. Mes amis qui sont ici sont aussi ce qu'ils sont par ailleurs. Quand nous nous retrouvons dans notre collectif national de l'Appel des Saints ou dans notre assemblée plénière de l'Appel des Saints, nous laissons au vestiaire nos idéologies particulières et nous discutons des choses sur lesquelles nous sommes d'accord, où il y a unanimité. Unanimité pour la nécessité d'empêcher la guerre, d'éviter la catastrophe. Si les gens, j'en ai entendu beaucoup, disent il y a des communistes, c'est un mouvement communiste, donc nous n'y allons pas. Alors, ils font exactement le contraire de ce qu'il faudrait, c'est-à-dire qu'ils vont laisser le mouvement aux communistes. Heureusement, tout le monde ne pense pas la même chose, et beaucoup de gens qui sont socialistes ou qui sont même des gens de droite font partie de notre appel. Quoi qu'il en soit, contrôlé ou non par le Parti communiste, ce qui est certain, c'est que demain, ici au bois de Vincennes, il y aura beaucoup de monde pour cette fête de la paix. Reste tout de même un point d'interrogation. Cette manifestation sert-elle effectivement la cause de la paix ou bien fait-elle le jeu de l'Union soviétique en exerçant une pression presque à sens unique sur les programmes d'armement occidentaux? Polémique par ailleurs entre Michel Pinton et Charles Hernu. Le premier secrétaire de l'UDF avait écrit dans Le Monde un article intitulé « Une nouvelle ligne Maginot » et il mettait en doute la crédibilité de la dissuasion de la force nucléaire française. Réponse du ministre de la Défense, cet article de M. Pinton met en cause les bases même de la sécurité de la France. Cet article est consternant. Traditionnelle cérémonie, il y a 1 heure à peine, au Mont Valérien, le chef de l'État avait tenu à quitter Stuttgart pour y assister et se recueillir dans la crypte des fusillés. En son nom, le général Saulnier, le chef d'état-major particulier du président, avait déposé ce matin une gerbe sur la tombe du général de Gaulle à Colombey-les-Deux-Églises, à l'occasion du 43e anniversaire de l'appel du 18 juin. 2 sondages ce soir, d'abord dans le Figaro Magazine sur une éventuelle dissolution de l'Assemblée, eh bien 40% de Français pour, 48% contre, et sur la cote du président et de son Premier ministre dans le journal du dimanche de demain, tous deux recueillent à la fois un peu plus de satisfaits et de mécontents qu'au mois de mai. Ça donne pour François Mitterrand 35 pour, 53 contre, pour Pierre Mauroy 31% pour, 54% contre. Dans l'opposition, en tête Simone Veil devant Raymond Barre et Valéry Giscard d'Estaing ex aequo. Valéry Giscard d'Estaing qui s'exprimait hier à Aire-sur-la-Lys dans le Pas-de-Calais à l'occasion d'un dîner républicain, l'occasion pour lui de critiquer une nouvelle fois la politique gouvernementale. Le grand rendez-vous du chômage pour la France, il est à la fin de cette année, et beaucoup d'entre vous le sentent. Et si cette politique échoue, comme on a commis la faute de dire que c'était la seule possible pour la France, alors la France se trouvera tout à coup placée devant un mur, elle se cognera contre ce mur. La France roule sans roue de secours. Eh bien, nous avons le devoir de tenir prête une alternance qui puisse réussir. Un document important sera diffusé jeudi à l'Assemblée, disputé, le livre blanc sur la protection sociale, signé Pierre Bérégovoy. Le prélèvement exceptionnel de 1% sur les revenus pourrait donner le ton de ce que sera le mode de financement futur d'une large part de la sécurité sociale. Et l'aide aux familles pourrait prendre, en fonction du revenu, la forme d'une déduction fiscale ou bien d'une allocation. Des écologistes s'enchaînent à l'aide de menottes à Cherbourg, à Louis Darinaud, député socialiste de la Manche, président de la commission de la défense de l'Assemblée nationale. Les 2 manifestants se sont déclarés inquiets du sort de Sirius, c'est-à-dire ce navire du mouvement écologiste Greenpeace. Et puis une manifestation à Paris de 3000 homosexuels contre, je cite, la montée de l'intolérance et du racisme. Rebondissement dans l'affaire Agray, voilà 13 ans que cet homme se bat pour essayer de faire reconnaître son innocence dans l'assassinat d'un garagiste nîmois et de son employé. Eh bien, aujourd'hui, il a été innocenté par son principal accusateur. Un drame au rallye automobile de Sallanches, en Haute-Savoie. Une voiture a fauché dans un virage plusieurs spectateurs. 4 d'entre eux sont morts. Ce sont les membres d'une même famille, le père, la mère et les 2 enfants. Les occupants de la voiture, en revanche, sont indemnes.
Aux 24 heures du Mans, un départ mouvementé pour le favori, Jackie Ickx, qui a déjà plusieurs fois remporté l'épreuve, mais il lui reste encore 20 heures pour rattraper son retard. Henri Bodiguel. Il est 16h exactement quand les 52 concurrents s'élancent pour le départ de ces 51e 24 heures du Mans. Jackie Ickx, fort de ses 249 km/h de moyenne aux essais, occupe la pole position. Il partage la première ligne avec la Lancia d'Alboreto et Fabi, tandis que Joran Mas sur la Porsche numéro 2 est en deuxième ligne en compagnie de la deuxième Lancia pilotée par Ghinzani. Suit derrière un impressionnant peloton d'une dizaine de Porsche officiels et privés. Étant donné l'expérience de la marque allemande, tandis que nous sommes ici à bord de la Lancia conduite par Jean-Claude Andruet, étant donné l'expérience de la marque allemande, on ne voit pas ce qui pourrait a priori l'empêcher de s'imposer. Et pourtant, il y a l'impondérable. C'est justement ce qui s'est produit dans le deuxième tour, au bout de la ligne droite, au virage dit de Mulsanne, quand la Porsche 956, pilotée par Lamers, est venue percuter la Porsche Jackie Ickx par le côté gauche. Jackie Ickx n'a évidemment pas compris pourquoi Lamers a tenté une telle manœuvre, car il semble bien que Lamers n'ait pas été victime du moindre ennui mécanique. Obligé de s'arrêter, Jackie Ickx est reparti en 22e position. Et bien, alors que nous venons tout juste de dépasser les 4 heures de course, Jackie Ickx est déjà remonté à la 3e place, derrière deux autres Porsche, celle de Mas Bellof et celle de Holbert Heywood. La première Rondeau, celle de Jean Rondeau lui-même et de Ferté, est 10e, tandis que la première Lancia, celle de Jean-Claude Andruet, nous étions à bord tout à l'heure, et bien cette Lancia, elle est 12e. Ainsi, après seulement 4 heures de course, il n'y a pas moins de 9 Porsche en tête de ces 51e 24 heures du Mans. Et quand on sait que Jackie, je vous le rappelle, alors qu'il avait été retardé par un accrochage, eh bien Jackie Ickx, reparti en 22e position, a réussi déjà à remonter en 3e place. Eh bien on ne voit effectivement pas ce qui pourrait cette année empêcher Porsche de s'imposer et de renouveler son triplé de l'an dernier. Voilà Patrick. Merci Henri, à tout à l'heure dans le journal de 23h. La Transat, arrivée de plusieurs bateaux depuis hier soir, celui de Therrien et Fellman, 7e, de justesse malgré un abordage avec un cargo. Dans la foulée, donc tout de suite derrière, Laurence Artaud et Patrick Morel, 8e, Alain Gabet et Vincent de Victor, 9e, et puis le trimaran de Franck Lerudulier et Denis Legouche est arrivé remorqué par la vedette des douanes d'Audierne. Il avait dématé hier. Et puis dans quelques minutes, le début de la première régate de France 3 contre le bateau italien Azzurra lors de la Coupe América, des régates qui se succéderont tous les jours entre les nations qui ont lancé un défi aux tenants de la Coupe, les États-Unis. Cyclisme, c'est donc une confirmation. Bernard Hinault ne participera pas malheureusement au Tour de France. Son médecin, le docteur Maigret, nous dit pourquoi. Cette année, Bernard Hinault ne sera pas en jaune sur les Champs-Élysées. Il ne gagnera pas son 5e Tour de France. Tout a commencé au Tour d'Espagne. Hinault, très sérieusement contesté sur la Vuelta, a dû puiser dans ses réserves pour s'imposer. Et déjà, Hinault ressentait les premiers effets d'une tendinite au genou. Il n'en a rien dit. Et s'imposer pour Hinault, cela veut dire utiliser les fameux... La relation qu'il peut y avoir entre la masse musculaire et le tendon qui ne fait que transmettre la force au niveau des différentes manivelles, cette force peut être beaucoup plus grande et beaucoup plus grande quand on emploie des grands braquets et à ce moment-là responsable de lésions tendineuses. À la suite du Tour d'Espagne, Hinault ne s'est pas mis au repos complet. Cette fois, il a pris une décision sage pour ne pas compromettre la suite de sa carrière. Tant qu'on percevra ces nodules, on ne le remettra pas sur un vélo. Et donc, il est en plein traitement en ce moment? Il est actuellement en traitement avec un genou immobilisé, avec un bandage semi-rigide, qui lui permet quand même de mobiliser son genou, mais de façon très relative, associée à des rayons anti-inflammatoires. Le Tour sans Bernard Hinault, voilà qui enlève un certain intérêt à l'épreuve et qui risque également d'amoindrir la performance de son successeur au palmarès. On va un peu dévaloriser la victoire de celui qui va gagner. Si Bernard n'est pas là, on dira toujours Hinault n'était pas là. Et puis ça va changer complètement la course. S'il n'est pas là, ça serait préférable. En tout cas, depuis 5 ans, jamais il n'y aura eu autant de prétendants à la victoire dans le Tour de France. Alors justement, ceux qui ambitionnent de succéder à Hinault se font en ce moment les dents au Grand Prix du Midi Libre. C'est le Belge Van den Broek qui l'a emporté aujourd'hui, mais Jean-René Bernaudot, on vous l'a dit, conserve la tête de la course. Le tiercé de demain à Auteuil, les pronostics de Pierre Bresse, vous les voyez, le 9, l'As, le 14, le 3, le 5, le 2,
le 12 et le 7. 9, As, 14, 3, 5, 2, 12 et 7. Et puis mardi, la fête de la musique. Pour la circonstance, Antenne 2 ouvrira son antenne toute la nuit à la musique qui plaît le plus aux jeunes en ce moment. C'est d'ailleurs un étonnant phénomène de retour en force. Ce sera le rock, la nuit du rock. On pourra notamment y voir un film inédit des Beatles, mais dès ce soir, un autre film sur les Rolling Stones, cette fois, leur grand concurrent, un film qui vient tout juste de sortir. Mick Jagger, leur leader, nous parle en français et en musique, bien sûr. J'ai téléphoné à Hal, est-ce que vous pouvez suggérer mettre en scène? Alors il m'a téléphoné le lendemain, il dit moi je peux le faire. Je dis oui, hop. Et j'ai donné le projet à lui. Et j'ai dit mes idées, mais je dis c'est vous êtes metteur en scène, c'est pas moi, parce que il faut que je travaille pour 3 mois en plus. Alors il a fait son film. Hein. Moi, c'est pas le film que j'ai suggéré, mais c'est un film qu'il a fait. Les couleurs sont jolies, le montage c'est bon, c'est un bon look, c'est Hollywood. Look Hollywood, c'est tout à fait différent, si vous voulez, de Gimme Shelter ou les autres films de rock. Mais c'est joli comme look, je crois. Si vous vous faire visite au concert, vous êtes dans un seul siège ou place. Hein. Mais dans le film, vous êtes plusieurs endroits dans la salle. Vous êtes là, vous êtes derrière. Vous voyez qui fait comme ça, il change la guitare. Vous voyez de loin, vous voyez de l'hélicoptère, voilà. C'est le film, c'est la magie du film. Alors. Il y a des choses qui motivent toute la vie, de l'enfance à mort. Probablement la même chose. Mais ça, les choses, on ne connaît pas. Ça, c'est une chose que vous êtes né avec une chose comme ça. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est la force de ça. C'est ça à l'intérieur. On peut dire, oh oui, de l'argent, des jolies femmes, pour avoir l'expérience de l'art, les beautés. Moi, je crois pas. Moi, c'est une chose que vous êtes né avec une... Pour avoir tous expérience et paix. Est-ce que tu es plus satisfait aujourd'hui d'avant? Satisfait avec quoi? Avec la vie, le vie, toi-même. Non. Non. Voilà,
les Rolling Stones un film de Hal Ashby. Et puis dans 8 jours, les 27 et 28 au Palais des Sports, Eddie Mitchell, Véronique Sanson et Michel Jonas. Et puis tout de suite, Brigitte Simonetta pour son récital quotidien. Oui, et demain sera une journée encore assez nuageuse. Mais tant qu'il y aura des anticyclones, on ne pourra pas parler de mauvais temps. Or, regardez notre photo satellite. L'anticyclone, il est toujours là. Et pour assurer son rôle de protecteur, il doit bloquer cette dépression qui arrive sur l'est. Et ça n'est pas facile. Ce qui explique, et nous allons le voir avec la carte de demain, que toute la zone est du pays sera défavorisée. Nuages abondants sur le nord-est, très abondants sur le sud-est et la Corse, avec précipitations et orages. Partout ailleurs, après dissipation des brumes et brouillards matinaux, nous aurons de belles éclaircies. Le thermomètre est en légère hausse avec un minimum prévu de 18 degrés sur le nord et l'est, un maximum de 24 sur Biarritz. Demain, dimanche 19 juin, le soleil se lèvera à 5h48, il se couchera à 21h55, ce sera la fête des Romades. Très bien, merci. À 23h30, Hervé Claude, à 12h45, Daniel Bilalian, à 20h, Christine Ockrent, et puis tout de suite, Michel Drucker. Bonne soirée à tous.